Bienvenue sur Oui Haïti Capable, un espace de dialogue qui dépasse le discours de la fatalité et met en lumière les solutions qui fonctionnent, ainsi que les acteurs qui démontrent que le changement est possible. Notre mission est très simple, rendre visible ce qui transforme déjà le pays et amplifier les voix de celles et ceux qui agissent. Aujourd'hui, nous abordons une question centrale, trop souvent marginalisée dans le débat public, le rôle des femmes comme actrices du changement. L'histoire nous enseigne qu'aucune transformation profonde ne s'est jamais faite sans la pleine participation des femmes. Des mouvements de libération aux transitions démocratiques, elles ont toujours été au cœur de la construction et du changement. En Haïti, cette vérité est plus actuelle que jamais. Dans la crise multidimensionnelle actuelle, ce sont les femmes qui maintiennent les communautés debout. Elles dirigent des organisations, gèrent des entreprises, assurent la cohésion sociale, innovent et construisent des alternatives. Et pourtant, leur rôle est encore invisibilisé. Leur participation aux espaces de décision demeure marginale. Leurs droits sont souvent bafoués. Les violences qu'elles subissent représentent l'une des urgences les plus sérieuses. Reconnaître les femmes comme des actrices de changement, ce n'est pas une posture rhétorique. C'est une nécessité stratégique. C'est un impératif démocratique. C'est aussi tout simplement une question de justice. Pour en parler, nous recevons Madame Pedrika Saint-Jean, ministre de la Condition féminine et des droits des femmes. Madame la ministre, diplomate et militante de longue date pour les droits humains et l'égalité des genres, elle a accompagné des survivantes de violences, plaidé pour des réformes législatives et contribué à faire émerger une génération de leaders féminines. À la tête du ministère, elle porte une double mission, protéger les droits des femmes dans un contexte de crise sans précédent et transformer les structures qui perpétuent les inégalités. Une mission qui passe par la reconnaissance des femmes comme actrices du changement, pas seulement comme bénéficiaires de politiques publiques. Madame la ministre, c'est un vrai plaisir de nous avoir avec vous. Merci d'être avec nous à Oui Haïti Capable. Merci surtout à vous de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être sur le plateau pour parler de participation politique des femmes, pour parler de la place des femmes dans la société, mais surtout pour parler des barrières que rencontrent les femmes tous les jours, et ce, depuis longtemps. Ça ne date pas d'hier. Alors, commençons par un état de la situation. Et parlons des femmes aujourd'hui. Nous nous trouvons dans une situation de crise sécuritaire, économique, sociale. Où se trouvent les femmes aujourd'hui? Quel rôle jouent-elles aujourd'hui, sachant qu'elles sont garantes d'une certaine continuité et peut-être ont un rôle qui est important de mettre en avant et qui est souvent invisibilisé? Bon, comme vous l'aviez dit lors de votre introduction tout à l'heure, les femmes ont toujours été là. Depuis avant l'indépendance, les femmes étaient là. Elles ont joué un rôle crucial. Je peux dire que sans les femmes, il n'y aurait pas d'indépendance. Et la petite histoire raconte qu'elles ont imaginé comment aider les anciens esclaves. Par exemple, le tikouri, qui est une coiffure inventée par les esclaves pour pouvoir mener les batailles à travers des routes, dans les champs, avec notre tête, la façon dont nous nous coiffons. Alors, les femmes ont dû inventer cette coiffure pour pouvoir emmener les esclaves là où ils devaient y aller. Nous avons eu, pendant l'indépendance aussi, on connaît l'histoire et le rôle qu'a joué Sanit Belair comme officier de l'armée. On connaît aussi l'histoire de Tante Toya, qui était la mère adoptive de Dessalines. On connaît aussi l'histoire de Catherine Flan, qui a cousu le drapeau, et de défilés qu'on a appelé
la folle, mais qui n'a jamais été folle, c'est parce qu'elle était brave, qu'elle a dû quand même prendre le reste alors de l'empereur pour aller l'enterrer quelque part. Les femmes ont toujours été là et quand on saute l'histoire pour aller en 1935 avec les femmes qui ont lancé la Ligue et des femmes de l'action sociale, la Ligue haïtienne des femmes de l'action sociale, eh bien ces femmes-là ont bravé quand même le danger pour dire non à l'inacceptable parce que à ce moment, les femmes n'avaient presque aucun droit. OK? Et pour aller jusqu'en 1982 avec la femme du dictateur Jean-Claude Duvalier en parlant de Michel Bennett qui a élevé le statut de la femme comme mineure pour venir en majeur en tant qu'être humain et en tant que citoyenne à part entière. Et le reste, presque tout le monde le sait, à partir de 86, la lutte des femmes a commencé avec 3 avril où les femmes ont investi les rues pour dire oui, nous sommes là, nous comptons et nos voix doivent compter. Et tous les jours, les femmes sont là, comme Madame Sarah, les femmes sont là comme actrices du changement et avec la résolution 1325, les femmes s'affirment maintenant. Il suffit de mettre en œuvre le plan d'action national pour que les survivantes peuvent venir ou du moins deviennent actrices dans le rétablissement de la paix et de la sécurité en Haïti, comme nous le souhaitons tous et toutes. Donc, vous certainement parlez d'une évolution du rôle de la femme, de sa participation en termes généraux, mais on a encore des barrières et on parle encore d'invisibilité de la femme. Quelles sont ces barrières aujourd'hui? Sur quoi il faut se concentrer pour justement libérer et parler d'une vraie égalité entre les gens, une vraie participation, un vrai dialogue de pair à pair entre partenaires, sachant qu'on n'en est peut-être pas encore là. Et vous êtes la personne la plus porteuse de ce message. Les barrières sont multiples. Ouais. Et je ne vais pas passer par ordre prioritaire. OK? Je dirais que l'une des plus grandes barrières qui empêche les femmes de s'épanouir, de jouer pleinement leur rôle au niveau de la société, c'est la barrière culturelle et morale. Je dis culturelle et morale parce que au niveau de la culture, nous avons cette culture machiste où les femmes sont dans son petit coin et les hommes partout où l'on prend les décisions. Et culturellement, la femme savait rester chez elle pour prendre soin de son mari et de ses enfants. Culturellement, la femme avait un niveau d'études supérieur ou intellectuel. Culturellement, la femme n'avait pas droit à être économiste ou elle gérait de grandes entreprises, etc. Culturellement, il y a des femmes qui acceptaient le niveau social qui existait et qui existe encore. Mais aussi, une deuxième barrière que les femmes connaissent, c'est, comment je peux dire ça? On trouve ça à l'église. Ouais. Quand je dis moralement, j'aurais préféré dire religieusement, mais c'est la morale religieuse et qui suit que l'homme est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'église. Alors, en tant que mon chef, j'attends que vous me donniez des ordres et je dois faire ce que vous voulez. Sinon, je reste là, je n'avance pas, tandis que vous avez besoin de moi à vos côtés pour faire bouger les choses. Et à la famille, comme vous savez que la famille haïtienne est très morale et très religieuse, on suit ce que dit l'Église. Okay. Et c'est la raison pour laquelle moi-même, je suis chrétienne protestante. OK? Et on dit souvent que au niveau du vaudou, les Ougans savent le dire, adorent le dire, qu'il y a autant de femmes que d'hommes, OK, dans la cour, dans les péristyles, et les femmes jouent un grand rôle. Mais au niveau des églises, c'est moins visible. Et
À l'église, dans l'église catholique, on commence à avoir des femmes qui sont servantes d'hôtel, qui sont là pour donner l'Eucharistie. À l'église protestante, nous avons des pasteurs, Exactement. ce qui veut dire des femmes qui dirigent une église, des femmes qui prêchent, des femmes qui... Ça commence à bouger, mais il nous a fallu beaucoup de temps pour accepter que les femmes puissent diriger, monter sur une hauteur comme les hommes. Les femmes étaient dans l'assemblée, chantaient. Vous pouviez être femme de pasteur, mais vous n'êtes pas à la hauteur du pasteur. Et là, ça change. Et l'autre barrière, c'est le stéréotype. Et on dit que vous êtes ainsi parce que vous êtes femme. Ne faites pas ça parce que les femmes ne font pas ça. Les stéréotypes bloquent les femmes parce que pendant un bon bout de temps, les femmes acceptaient, malgré elles subissaient ces genres de stéréotypes, eh bien, elles l'acceptaient. Maintenant, quand je dis maintenant, c'est pas aujourd'hui. Depuis plus d'une vingtaine d'années, les femmes commencent à briser ces genres de stéréotypes, mais on n'est pas encore là où nous voudrions ça être. Je peux dire que pour ne citer que ça, il y a aussi l'économie. L'économie informelle est surtout portée par les Madame Sarah, par les femmes. Mais puisque c'est informel, les Madame Sarah ne comptent pas. On va y arriver à Madame Sarah. Je vais vous poser une question là-dessus. Permettez-moi de vous provoquer un petit peu. Vous représentez le monde, le public. Oui. Et si c'est un espace où on pourrait penser, où on trouve des équilibres, c'est bien dans le domaine du public. Nous avons une représentante dans le CPT, sans vote. Oui. Moins de 30%. Ça a fait beaucoup de bruit. Moins de 30% de Madame Ministre. Oui. Aucune 4 femme. ministres sur 18. Exactement, c'est vous qui le dites. Aucune représentante dans le Conseil supérieur de la justice, de la magistrature. Ça porte à réflexion. Et ce sont des espaces où certaines décisions peuvent être prises. Oui. Donc, regardons de l'avant et dans un sens d'opportunité. Dire que la justice se fait représenter par une femme. Et il n'y a pas tellement de femmes au niveau de la magistrature. Nous avons un processus électoral qui s'annonce. Il y aura des nouvelles expressions de leadership. Est-ce un espace justement pour retrouver ces équilibres, redonner aussi plus d'impulsion aux femmes en tant qu'électrices, en tant qu'organisatrices du processus et en tant qu'élues à tous les niveaux? Je voudrais vous écouter sur cette dimension. Bien entendu, dès qu'on parle d'élection, on ne saurait ne pas penser aux femmes. Bien sûr. Parce que on est 52% de la population et on le dit. Et c'est vrai, si vous êtes élu, c'est parce que beaucoup de femmes ont voté. Et si vous n'êtes pas élu, c'est que vous n'avez pas eu suffisamment de femmes qui croient en vous. Au niveau du CEP, je voulais préciser, ils ont fait un effort parce qu'on a 4 femmes sur 9 conseillers électoraux alors. Mais en ce qui a trait aux espaces politiques, à la participation politique des femmes, c'est une lutte à continuer à amplifier parce que là, au niveau du ministère de la Condition féminine, on a bien compris la leçon, on a bien compris les enjeux et c'est la raison pour laquelle on a commencé à partir du 25 novembre les assises départementales qui est un espace de dialogue où on met en commun l'expérience vécue avec anciens élus, avec candidates, avec les membres du BEC, avec les membres d'organisations qui ont fait les observations au niveau des élections. Et bien, c'est un espace de dialogue où on partage aussi les témoignages. Vous avez été victime de violences lors des élections, vous étiez là comme mandataire, vous étiez là comme membre de bureau, etc., etc., ou bien comme votante. OK, voir ce qui s'est passé et pour commencer à voir comment contourner le problème. Parce que vous le savez mieux que moi, parfois, un problème est trop grand, vous pouvez ne pas rentrer pour résoudre le problème, vous contournez et vous passez quand même. C'est un chemin, c'est une route. Et bien là, à partir des assises départementales, on a eu 12. Alors, on a 12 parce qu'on termine le 10. On va vers les premiers états généraux pour la participation politique des femmes et les violences électorales. Dans le Sud, là, on aura des centaines
milliers de femmes qui vont mettre ensemble ce qui a été dit pendant les assises et pour valider et remettre au CPT, au gouvernement, aux instances concernées, voilà ce que pensent les femmes, voilà ce que veulent les femmes pour les élections à venir et pour réduire surtout les violences électorales. Parce que même si je sais que c'est possible que vous allez arriver à cette question, l'une des raisons pour lesquelles vous ne trouvez pas suffisamment de femmes dans les espaces de décision, dans les élections, tout ça, c'est parce que les violences sont beaucoup trop élevées quand il y a avant les élections, pendant et même après. OK? Là, on doit, si on pense élection, on doit penser aussi à la réduction des violences électorales. Parce que si on ne travaille pas sur les deux à la fois, vous n'allez pas avoir suffisamment de femmes qui vont voter, qui vont se porter candidates et même qui vont être observatrices et électorales. Ça, c'est un problème crucial qu'on ne peut pas sous-estimer parce que on a trouvé à partir des discussions dans les assises que c'est un problème majeur qu'il faut résoudre et qu'il faut prendre à la base. Donnez-nous quelques pistes sur le thème de la violence électorale. Ce sont un thème fondamentaux. Avant tout, est-ce que vous êtes confiante qu'il y aura plus de représentativité de femmes après ce processus électoral? Je ne serais pas là aujourd'hui si je n'étais pas confiante. Ah, c'est ça qu'on veut écouter. Bien sûr. Quels sont ces défis sécuritaires que vous voyez et un début de réponse, mais je pense qu'il faut bien l'adresser. Je vais vous dire une histoire vécue. C'est vrai. J'étais candidate en 2015. Okay. Et à la 3e circonscription, au niveau de la 3e circonscription, il y avait 54 candidats et moi, j'étais arrivée en 8e position. Il y a eu 4 femmes sur 54 candidats. J'étais la seule femme à faire partie des 10 premiers. Il y a quelqu'un qui est... Bon, quand je dis quelqu'un, je n'ai pas vu, mais on est venu faire feu sur la voiture dans laquelle je m'étais assise et ça a fait fuir les mandataires. Les mandataires qui étaient venus prendre le mandat, c'est un petit document, OK, qu'on vous donne pour pouvoir rentrer dans le centre de vote, pour aller et regarder, observer comment se passent les élections. Et si vous n'avez pas de mandataire, vous avez perdu presque la moitié et de la journée. Parce que ce sont les mandataires qui sont pour les candidats, les candidates. Sinon, les membres de bureau, observateurs, tout ça, sont d'une façon générale. Et que s'est-il passé alors? Eh bien, la personne est venue, ou bien les personnes sont venues parce que des témoins m'ont dit qu'il y avait 3 personnes en moto, cagoulées, qui ont fait feu sur ma voiture, sur ma maison, et tout le monde a pris la poudre d'escampette et on est revenu chercher les mandats qui devaient être distribués depuis la veille le lendemain à 8h. Et c'est parce que vous étiez femme? C'est pas parce que j'étais une femme, ça pouvait arriver à un homme, mais ça m'est arrivé en tant que femme. Yeah. Alors, je ne veux pas imaginer si j'étais un homme, est-ce que ça n'allait pas arriver? Bien sûr. Mais quand même, s'il y a quelque chose que les hommes utilisent contre les femmes lors des élections, c'est l'intimidation. Et semble-t-il que les femmes sont beaucoup plus faciles à intimider que les hommes. Semble-t-il. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, ils ont l'habitude, ou bien on a l'habitude, en tant que femme, de porter beaucoup plus d'attention, mais de porter beaucoup d'attention à ce que disent les gens. Et on vous traite de prostituée, on vous traite de lesbienne, on vous traite d'être corrompu. On dit des choses et là, votre mari, bien sûr, votre mari vous appelle, chérie, il ne faut pas y aller. Votre enfant, maman, je ne peux pas, je ne vous laisse pas. Là aussi, c'est une violence verbale, mais c'est une violence qui est très utilisée contre les femmes. Ou du moins, on va sur un mur, on écrit des choses qui vous concernent. Et là, avec les réseaux sociaux, où on commence à nuire à la réputation des femmes, c'est quelque chose, si on n'arrête pas, qui va être utilisé contre les femmes et qui va empêcher aux familles d'empêcher les femmes, OK,
à participer dans les élections. Je ne cite que trois points ou trois types de violence qu'on utilise envers les femmes, mais aussi il y a la violence financière. Yes. Bien sûr, un peu plus. C'est une violence financière et c'est une violence électorale. Les partis politiques ne donnent pas beaucoup d'argent aux femmes parce que beaucoup de dirigeants de partis politiques ne croient pas dans la capacité des femmes. Et ils ont l'habitude, la fâcheuse habitude, de ne pas supporter les femmes économiquement. Et là, sans argent, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si l'homme a de l'argent, la femme ne l'a pas, comment est-ce qu'elle va faire pour mener sa campagne, pour payer les mandataires, pour faire des spots publicitaires, pour faire des maillots, des photos, tout ça. Ça, c'est une violence. Quand vous ne financez pas la candidature de la femme. Ce sont ces types de violences qu'on trouve et qui constituent une barrière à l'épanouissement, à la participation politique des femmes dans les Jeux électoraux. Et tout ça, et c'est des formes, des points, des sujets à débattre lors des prochaines ou bien des prochains États généraux qui aura lieu le 12, 13, 14 au CAI et à l'hôtel La Cretonne. D'où l'importance de cette réunion. Oui. On pourrait passer des heures sur ces thématiques, mais on doit aborder d'autres thématiques. Je voudrais parler du thème économique. Nous avons une réalité, 6 années de décroissance économique, oui. Et aussi prendre conscience que ce renouveau économique que ce pays a en face de lui et qu'il attend et dont il a le droit, comme tous les pays, est impulsé aussi par les femmes. Et les femmes sont un élément potentiel et un moteur de cette économie. Mais nous voyons aussi que les femmes, qu'elles soient commerçantes, agricultrices, qu'elles jouent des rôles dans des autres instances de la finance ou d'autres instances de décision dans une entreprise, elles ont en général un problème. Difficulté d'accès au crédit. Difficulté d'accès à la propriété foncière. Oui. Difficulté d'accès à la formation. Ça donne certains éléments de réflexion qui on met une égalité des chances qui n'est pas la même. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des actions pratiques qui peuvent se prendre, et je sais que ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Oui. Mais il y a des dimensions. Est-ce que cela prend un début de réflexion en disant les femmes sont un investissement dans l'économie, travailler avec des femmes dans l'économie est un élément de croissance économique. Et à partir de là, leur donner toutes ces options, qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose qu'il faut faire, c'est d'aller à la famille. La famille, c'est la première société et c'est la base de toute société. Il faut apprendre aux filles à devenir économistes, à devenir ingénieurs civils, des postes ou du moins des études qui feront de la femme ou du moins des femmes une actrice dans le moteur de l'économie. Ouais. Ça, c'est la première chose. Mais je ne dis pas que ça n'arrive pas. Mais il faut amplifier parce qu'arriver à un certain niveau, la femme est désintéressée par ces genres je peux dire, pas d'études. Elles étudient les finances, par exemple. Je crois avoir rencontré la dernière fois l'inspectrice au niveau de finances. Bon, quand je dis inspectrice, c'est une femme. Je connais quelqu'un, Myriam, qui est une cadre du ministère des Finances. Les femmes ont étudié, les femmes étudient et occupent des postes. Mais il arrive que, en ce qui a trait à la matérialisation de la femme dans les postes où c'est l'affaire des finances et dans les entreprises privées, on ne trouve pas beaucoup de femmes. Donc il en faut plus. Il en faut plus. Parce que moi, je ne parle pas d'absence. Je préfère dire la sous-représentativité des femmes au niveau de l'économie. Parce que les femmes sont toujours au cœur de tout ce qui se passe. Pas seulement en Haïti, mais dans le monde entier. Mais puisqu'on parle d'Haïti, les femmes sont là. Puisque vous ne voulez pas encore arriver au niveau des Madame Sarah, mais je connais des femmes qui sont investisseurs. Donnez-moi un exemple précis, quelque chose qui vous voulez émuler. Vous disiez, ça fonctionne. Un cas précis, justement, Madame Sarah ou à un autre niveau. Si je veux prendre les Madame Sarah,
ce sont des femmes qui se passent de présentation. Yeah. Pour amener à manger chez vous, il aurait fallu que les femmes prennent les produits pour apporter sur le marché et pour qu'on puisse faire vivre les familles. OK, les marchés sont à 95-90% de femmes. Marché de Pétionville, marché de Croix-des-Bouquets, de tabac, des femmes. Quand vous voyez les bus qui apportent à manger, vous voyez les femmes à l'intérieur et au-dessus des camions. Ce sont les femmes. Quand, là où vous habitez, un petit peu plus bas, dans la deuxième, la troisième ruelle, vous allez voir des femmes assises avec et ce qu'on appelle entre guillemets glacières et des marchands de friture, tout ça. Ce sont des femmes. Ouais. Mais comme je crois que le ministère du Commerce a commencé, je crois que c'est avec Madame Yannick Mézil, on commence à changer de statut aux marchandes qui se disaient responsables du commerce informel. Il faut formaliser ces marchandes, il faut qu'elles aient accès au crédit, il faut qu'elles aient une assurance et, comment je peux dire ça, les renforcer. C'est le renforcement. Par exemple, vous venez de le dire tout à l'heure, elles ne peuvent pas trouver de l'argent, elles n'ont pas accès au crédit. Si elles n'ont pas accès de crédit, ça diminue le montant qu'on peut avoir. Et maintenant, on laisse tomber, par exemple, au bas de la ville. C'est en majorité des femmes qui ont vu leur business, leurs locaux être brûlés par les gangs. Ce qui veut dire l'accès au crédit est important. Et j'ai parlé à pas mal de gens qui dirigent les micro et moyennes entreprises. On le confirme. Les femmes remboursent beaucoup plus facile que les hommes. Il y a des études mondiaux qui stipulent que les femmes remboursent mieux, oui. Même dans les situations de plus... Mais la question à se poser, si on rembourse bien que les hommes, pourquoi on ne nous donne pas plus? Pourquoi on ne multiplie pas par 2, par 3 les femmes qui auraient accès au crédit pour faire vivre leur famille et pour ajouter une valeur à l'économie? Ce qui veut dire, c'est la politique de l'État qui doit changer. Si la politique de l'État offre beaucoup de possibilités, ok, et si l'État rencontre le secteur privé pour dire voilà, nous allons donner cette directive à l'économie nationale, eh bien tout le monde va s'embarquer. Tout le monde va s'embarquer et là, dès que tout le monde s'embarque, eh bien, les femmes vont profiter de cette politique publique qui aurait mis en devant de scène les femmes. Permettez-moi une question peut-être pertinente, j'espère. Lorsque vous rédigez et préparez le budget de la nation, y a-t-il une lecture et une discussion justement de comment une partie de l'investissement est en effet dans une logique de renforcer les capacités des femmes, leur rôle dans la société, leur rôle dans l'économie? Est-ce qu'il y a cette lecture? Est-ce que quelque chose à discuter? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être abordé? C'est une chose qui vaut la peine d'être abordée, mais malheureusement, ce qu'il nous faut, c'est un budget sensible aux gens. Le budget sensible aux gens, oui, peut résoudre ce problème. Parce que, comme vous le savez, le ministère de la Condition féminine aux droits des femmes, c'est une institution transversale. On est dans la santé, on est dans l'éducation, on est dans l'agriculture, on est dans l'environnement, dans le tourisme, dans la culture. Mais le budget du ministère de la Condition féminine représente 0,0,8 du budget national. Ce qui veut dire, même si on garderait ce niveau-là, mais si on a un budget sensible aux gens, où l'éducation, la santé et tous les autres ministères ont un cachet spécial pour les femmes, quand le ministère à la Condition féminine se trouve face à un problème, on peut diriger les femmes vers la santé, vers l'éducation, vers l'agriculture, parce que dans le budget sensible aux gens, il y a une partie qui est réservée pour l'agriculture, pour les femmes agriculture, dans la santé, pour les femmes, pour les infirmières, mettre beaucoup plus j'ai oublié le mot, les salles d'accouchement.
dans les maternités, maternité. OK, dans l'éducation pour des petites filles, dans les universités pour beaucoup plus de femmes qui trouveraient bourse d'études ou un appui. Mais le budget sensible aux gens, c'est pas quelque chose qui est facile d'être débattu lors des conseils des ministres et de gouvernement. On en parle, mais on annonce et puis on rentre le sujet. Je pense que c'est ce qu'il faut faire parce que les pays qui ont essayé ont réussi. Moi, je le dis souvent, pourquoi ne pas suivre un modèle qui marche? Le budget sensible aux gens, quand on le voit ce que font les pays qui l'adoptent, ça marche. Et ça apporte ses résultats. Ça apporte des résultats. Et ça bénéficie tant les hommes que les femmes. C'est pas une logique de bénéficier pour les femmes. C'est pas seulement pour les femmes. Les pays qui investissent sur les femmes, leur économie se porte mieux, leur société se porte mieux, Voilà. leur système politique se porte mieux. C'est un investissement pour la communauté dans sa totalité. Justement. Aussi pour la participation politique des femmes. Bah, bien sûr. Ce qui veut dire que dans les pays où les femmes participent à tous les postes de décision, vous voyez l'état de l'environnement, la famille, moins de corruption, OK? Parce que les femmes ont leur sensibilité propre à elles-mêmes et c'est la raison pour laquelle leur contribution dans les politiques publiques, dans les espaces de décision, dans l'environnement, dans la santé est incontournable. Alors, je pense que les problèmes sont multiples et le genre de mission que vous réalisez pour faire venir les gens, c'est parler, poser les problèmes. Je crois que c'est ce qu'il faut faire et il faut multiplier ces genres d'espaces de dialogue où les gens en parlent. OK, les problèmes qu'on rencontre. Là, aujourd'hui, je suis venu parler des femmes, de leur participation politique, des barrières qu'elles rencontrent et de tout ce qui concerne les femmes. Mais il faut aussi voir au niveau de l'économie, au niveau de l'éducation, au niveau de l'agriculture, quel rôle jouent les femmes, les hommes, les jeunes, les handicapés. C'est comme ça qu'on construit un pays. Il faut parler des problèmes, il faut toucher là où le bas blesse, il faut aussi qu'on ne reste pas muette et seulement se plaindre. Il est temps aujourd'hui de dire que une autre Haïti, c'est possible. Nous pouvons changer l'Haïti où nous vivons aujourd'hui, mais pour changer Haïti, il faut que tout le monde s'y met. Il faut que tout le monde en parle. Il faut que tout le monde joue son rôle. Les jeunes, les femmes, les professeurs, les médecins, les politiques. Tout le monde doit jouer son rôle. Et moi, je pense que ce n'est pas vous envoyer des fleurs pour vous féliciter pour cet espace de rencontre, cet espace où vous recevez des gens pour dire voilà ce qui se passe dans mon ministère, dans mon secteur. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, mais on ne les entend pas, on ne les voit pas. Il faut mettre ces gens en devant de la scène. Il faut aussi faire parler ces gens parce que je me souviens que à Limonade, pour la journée des femmes rurales, le 15 octobre, on devait honorer des femmes rurales, mais qui ne sont pas toujours au devant de la scène. Il y a une femme qui venait du Nord-Est qui a dit que, étant donné que la directrice départementale, c'est quelqu'un qui est à peu près comme elle, moi, je travaille beaucoup. Et si je vous citais ce que faisait cette femme dans sa région, dans son département, vous allez me demander pourquoi elle ne se porte pas candidate. Donnez-moi son nom et on va l'interviewer. Je vais revenir sur d'autres thèmes. Mais quand elle a pris la parole, elle m'a dit, moi, je reste dans l'ombre. Je ne veux pas qu'on sache ce que j'ai. On va la faire Alors, parler. il faut faire parler ceux qui travaillent dans l'ombre. Il faut que quelqu'un parle pour les sans-voix. Et sachez que on accepte les interviews où on me parle en créole et je réponds en français. Donc, on peut donner des voix. N'est-ce pas? C'est ceux qui se sentent le plus à l'aise avec le créole. Thème éducatif, permettez-moi la question. Vous avez parlé un peu du processus d'apprentissage d'une jeune femme qui se fait dans la famille, dans les lieux de culte, mais aussi au sein de l'éducation publique. Est-ce qu'il y a une façon de déconstruire certains stéréotypes dans l'éducation publique qui redonne confiance, qui redonne plus de force à cette femme qui veut s'épanouir, qui veut participer, qui veut avoir un dialogue constructif avec les hommes, qui veut une société plus juste? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Je suis formatrice et lors de mes séances de formation, ou bien en protocole, en convenance sociale, participation des femmes, etc., etc., je le dis souvent, l'apprentissage se fait par la chanson, mieux par la chanson. Ah, intéressant. Je me souviens quand Obama a été élu président, on chantait dans les kindergarten, My President is Black. Et ils ont accepté d'avoir un président noir. Dès la petite enfance, il faut apprendre à la petite fille et au petit garçon comment être un citoyen et une citoyenne. Il y a un livre qu'on ne voit plus dans les écoles. C'est Instruction civique et morale. Ça apprenait au petit garçon, à la petite fille, dès la petite enfance, d'être un bon citoyen, d'être une bonne citoyenne. La deuxième chose, il faut déconstruire la mentalité des pères et les mères. J'achète un bateau ou une voiture ou une arme pour un petit garçon. En décembre, j'achète une poupée pour la petite fille. Ce qui veut dire, dès la petite enfance, nous apprenons aux filles de devenir mères et aux garçons qui portent armes de devenir policiers, qui a voiture de s'acheter une voiture ou un avion de voyager. Ce qui veut dire, dès la petite enfance, les jouets ont un rôle à jouer. Vous ne pensez pas que c'est en train de changer un petit peu et qu'il y a une lueur d'espérance? Qu'il y a, ne serait-ce qu'en voyant avec l'information qu'on commence à voir d'autres modèles, les réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y a une autre évolution des femmes dans d'autres pays. Est-ce que cela génère aussi une attention, une sensibilité des femmes disant peut-être ce modèle est un modèle qui m'intéresse et j'aimerais bien aussi avoir justement cette possibilité. Je me demande s'il y a un élément à prendre en considération là-dessus. Je pense qu'avec les réseaux sociaux, ça commence à se déconstruire. Malheureusement, s'il n'y a pas un décret-loi pour gérer, pour faire la gestion des réseaux sociaux ou pour punir ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour nuire, parce que les réseaux sociaux peuvent aussi construire, parce qu'à travers les réseaux sociaux, les programmes qu'il y a, les gens peuvent faire la différence entre ce qui se passe chez moi et ce qui se passe ailleurs. Bien sûr. Et maintenant, vous voyez que il y a des programmes pour les petites filles, pour les petits garçons, pour les hommes, pour les femmes, pour les jeunes filles, pour les jeunes femmes. Ça peut aussi aider. Mais, comme je le dis souvent, on n'a pas le temps de dire voilà où nous sommes, ce qu'il faut faire pour arriver à tel ou tel point. Il faut savoir sauter des générations. Par exemple, dans les villes de province, nous continuons à planter avec notre main, avec nos doigts, avec roue, puis quoi, etc. Et tandis que dans d'autres pays, il suffit d'avoir une machine et la machine fait tout. Maintenant, avant de laisser les roues, les travaux manuels et pour arriver à 2, 3, 4 autres moyens pour arriver justement là où sont les pays développés, on doit sauter des générations, on doit sauter des barrières, on doit sauter des révolutions pour arriver là où nous devons arriver. Alors pour moi-même, je pense que il faut qu'on modernise les écoles classiques, il faut qu'on modernise les universités. On n'a pas besoin toujours d'apprendre par cœur. Maintenant, on fait autre chose. On n'a pas besoin de rester dans une salle de classe. Chez moi, je peux suivre les cours avec le corona, avec les écoles qui sont brûlées par les gangs. Eh bien, on apprend maintenant à ne pas toujours se fermer autour des 4 murs et d'une salle de classe. Ce qui veut dire, il faut changer les méthodes, il faut changer les politiques, il faut changer notre vision, il faut changer aussi nos types de dirigeants. Parce que ce sont les dirigeants qui prennent des décisions pour l'avenir d'un pays. Si on reste avec les mêmes dirigeants 30 ans avant, 20 ans avant, on va avoir les mêmes résultats. On en revient au rôle de femmes de participer à ce cycle électoral et qu'elles émettent leur opinion, leur voix, qu'elles contribuent et qu'elles donnent leur opinion sur le dirigeant ou la dirigeante qu'elles attendent. Donc, il y a une forte responsabilité aussi. Bien sûr. Eh bien, c'est la raison pour laquelle notre slogan, on dit, il faut que les femmes intègrent ou du moins rentrent dans les espaces de décision. On le dit en créole, pas pile et pas paquette.
Je me souviens que Marie-Laurence le disait, avant d'avoir une qualité de femme, il faut avoir une quantité de femmes. Et dans la quantité, je peux choisir la qualité. Parce que, avant de dire que, je me souviens que lors du Conseil des ministres l'autre jour, je me battais avec un collègue qui dit, il faut que les femmes soient éduquées, il faut que les femmes soient... Il n'y a pas de femmes éduquées, il n'y a pas de femmes intellectuelles. Non, c'est pas ça le problème. Parce que quand vous allez au Parlement, vous n'allez pas trouver tous les hommes intellectuels et éduqués. Pourquoi? Pour avoir des femmes dans les espaces de décision, il nous faut un niveau de... Oui, il faut un niveau intellectuel. Mais pour hommes et femmes, maintenant, la bataille, c'est d'avoir une quantité de femmes pour investir les postes de décision et puis la prochaine étape, c'est dire, nous avons une quantité, maintenant il nous faut tel ou tel type de femmes. Alors, pour investir les espaces de décision, il faut encourager les femmes financièrement, il faut baisser les barrières des stéréotypes, il faut surtout réduire le taux de violence, violence numérique, violence financière, violence verbale, violence psychologique. C'est le travail qu'il faut que tout le monde s'y mette pour le faire, parce que avec les femmes seulement, et vous êtes d'accord avec moi, que le dossier de la masculinité positive, ça marche. C'est he for she. C'est pas femme corée femme, garçon corée femme, femme corée femme. Il faut que tout le monde s'y mette, parce que quand les démocraties voient le taux de femmes descendre en ce qui a trait à la partie politique, c'est une démocratie qui est en mauvaise santé. Et quand les femmes sont partout où sont les hommes, c'est une démocratie en santé. Ce qui veut dire que pour l'avenir de la démocratie en Haïti, il faut que tout le monde soit d'accord d'avoir des femmes partout où les décisions politiques se prennent. Il faut que on se dise, quand j'arrive quelque part, pour prendre des décisions, pour dire ce qui se passe dans les communautés, pour voir comment marche l'église, etc., etc. Dès qu'il n'y a pas femme, on ne commence pas. Dès qu'il n'y a pas femme, on n'avance pas. Bon, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, et s'ils ne veulent pas venir, nous connaissons les barrières, les stéréotypes, la culture, les fausses moralités et la violence numérique. Tout ça empêche aux femmes de venir participer comme citoyennes à part entière. Il faut qu'on lutte contre ces genres de stéréotypes. Et puis les femmes sont là. Les femmes sont là, elles vont venir. Elles sont déjà là. Mais il nous faut beaucoup plus. C'est la quantité qu'il faut. Elles sont déjà là. Et je vais revenir, je vais le laisser pour après. Je veux parler du partenariat des hommes. Parce que l'égalité des genres, c'est pas simplement une affaire de femmes, c'est un partenariat des hommes. Il y a une des hommes et des femmes. Mais je vais parler de violence. Et une des violences, vous en avez parlé de plusieurs, mais c'est la violence de ne pas avoir accès à l'éducation. Et je veux aussi, bien que l'on regarde vers l'avant, il y a une réalité aujourd'hui avec de la violence physique qui est exercée par les gangs, qui aujourd'hui a une implication. Certaines écoles aujourd'hui sont inopérantes. Aujourd'hui, nous avons une génération de jeunes femmes qui ont perdu une partie d'un cycle éducatif et qui ont été victimes de cette violence de ne pas avoir accès à l'éducation. Il y a d'autres formes de violence. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec cette génération qui a perdu cette opportunité? On les revoit dans 5 ans, ils ont perdu 5 ans d'école. Comment on les reprend? Comment on les réinsère? Comment on leur donne une possibilité? Et je veux sortir, c'était pas pour refroidir la conversation, mais je pense qu'il faut aussi aborder cette thématique. Que peut-on faire et quel est le rôle de l'État aussi pour justement aussi aborder la thématique des femmes qui aujourd'hui ont une autre réalité, une réalité beaucoup plus complexe? Là, vous parlez de l'éducation? L'éducation. Bon, moi, je pense, le temps perdu ne se retrouve jamais. C'est ce qu'on m'a appris à l'école. Et malheureusement, il y a des jeunes filles, il y a des petites filles qui ont perdu beaucoup de jours en salle de classe. Bien sûr. Ils ne retrouveront jamais ces jours de cours. J'appartiens à la génération d'après Duvalier. OK? Et quand je dis d'après Duvalier, c'est même pas d'après Duvalier. J'ai 54 ans, je suis née en 71 et c'est pendant que j'étais à l'école que Duvalier fils a perdu le pouvoir. J'ai perdu aussi pas mal de jours de classe. Ça veut dire ça a commencé à partir de ma génération. Mais il faut que l'État pense que
à chaque niveau d'éducation, niveau de citoyen, niveau de citoyenne. C'est comme par exemple le ministère de la Condition féminine qui commence avec des métiers réservés aux hommes. Pendant longtemps, on nous a fait croire qu'il nous fallait terminer nos études classiques pour aller à l'université et pour devenir un citoyen ou une citoyenne. Mais qu'est-ce que vous pouvez voir, prenons par exemple États-Unis ou bien France ou Canada. À la base, pendant les études classiques, il y a des, comment je peux dire ça, apprentissage des métiers professionnels. Très bien. Ce qui veut dire que pendant que le jeune homme ou la jeune fille étudie, fait des études classiques, eh bien, dans cette même école, on vous donne un métier. Pourquoi? C'est parce que après les études, vous voulez aller à l'université, vous faites votre high school et vous faites le NS4, vous allez à l'université. Vous ne voulez pas y aller, eh bien, depuis l'école, on vous apprend un métier. Parce que on a une société, la société est composée de tout genre, de tout niveau, de tout secteur. Maintenant, avec ces jeunes filles et ces jeunes hommes qui ont perdu des jours de classe, il faut qu'on intègre dans le curriculum vitae de l'éducation nationale des métiers pour les jeunes. Ce qui veut dire un jeune ou une jeune qui ne veut pas continuer ses études parce qu'il aurait perdu trop de jours de classe, eh bien, il a un métier, il a une arme. Et après les études, je veux aller à l'université, vous pouvez y aller. Mais si vous voulez commencer à travailler, vous avez un métier. Je pense que c'est ces genres de citations, ok, qu'il faut que le ministère de l'Éducation, alors le gouvernement, via le ministère de l'Éducation, commence à insérer dans le curriculum de l'école pour que les jeunes ne puissent pas se trouver inférieurs. Parce que quand vous dites que des jeunes ont perdu des jours de classe, c'est pas pour tous les jeunes. Les jeunes qui sont chez les sœurs du Sacré-Cœur, qui sont dans des écoles, qui ne perdent jamais un jour de classe, d'ailleurs, qui commencent avant les autres écoles, un mois avant, et qui terminent après les autres écoles. Et qui, c'est pas pour m'en dire quelque chose de mauvais, vous voyez que ces jeunes élèves sont issus de familles qui peuvent acheter un iPad, un ordinateur, et même s'il n'y a pas de jour de classe, eh bien, ces jeunes restent et prennent des cours en ligne. Mais les élèves, les jeunes qui sont dans les écoles nationales, dans les lycées, et qui ne peuvent pas, les parents ne peuvent même pas payer la cotisation qu'on demande pour l'année, eh bien, comment est-ce qu'ils vont faire? Ce qui veut dire, il y aura toujours disparité, il y aura toujours, regardez ma main, chaque doigt a un nom, ça s'appelle le pouce, l'index majeur, et c'est pas de la même hauteur. Mais quand on met tous les doigts ensemble, vous avez une main qui a de la force. Ce qui veut dire, l'enfant qui passe autant de jours à l'école a son rôle dans la société. Ceux qui passent la majorité de l'année a son rôle dans la société. Ceux qui terminent ses études classiques et qui va à l'université ou qui trouvent une bourse d'études pour voyager et revenir en Haïti a son rôle dans la société, ok? Mais aussi, ceux et celles qui ne peuvent pas arriver trop loin peuvent avoir un métier et peuvent servir sa famille, peut servir son pays et peut se servir soi-même et devenir père et mère de famille tout en restant fier d'avoir été à l'école, mais d'avoir voulu ou bien de n'avoir pas voulu continuer, mais j'ai eu un métier et là, je suis un bon cordonnier, je commence à faire des petites sandales, mais un jour, j'aurai une entreprise à faire des chaussures pour le représentant de PNUD en Haïti qui viendrait chez une jeune fille qui dans NS, parce que à mon âge, il n'y avait pas de NS, disons, à mon âge, c'était 9e secondaire. Okay. Je ne sais pas ce qui est l'équivalent aujourd'hui. Ouais. Dans 9e secondaire, j'ai appris à faire des sandales, je suis venu cordonnier ou cordonnière, et bien, si je trouve des fonds, si je trouve des prêts, si l'État subventionne ceux et celles qui n'arrivent pas à terminer leurs études classiques, parce que dans le curriculum de l'État, on aurait mis des métiers réservés à des jeunes qui ne peuvent pas continuer l'école, eh bien, ce monsieur-là ou cette dame-là viendrait dans 10 ans, dans 5 ans, quelqu'une qui a une entreprise qui fait des chaussures. Mais
le cordonnier ou la cordonnière, c'est un moyen Ça peut gagner bien sa vie. Voilà. Ouais. J'ai 3 questions à vous poser, donc ayez un peu de patience avec moi. Rien que toi. Oui, non, on pourrait passer toute la nuit. Nous avons parlé des hommes. Parlons de ces hommes. On sait que les sociétés les plus prospères, où les opportunités sont données à tous et à toutes, opportunités d'épanouissement personnel, familial, social, économique et politique, ont une égalité du genre. Qu'est-ce qui manque avec ces hommes? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il faut? C'est une prise de conscience. De quels hommes vous voulez parler? Les hommes en Haïti, comment les motiver? Qu'est-ce qui c'est une prise de conscience? Est-ce que c'est une perception que l'égalité du genre, c'est une menace? C'est une bonne opportunité? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les hommes soient des vrais partenaires et que l'on parle justement d'une société où les opportunités sont les mêmes pour tous et pour toutes? Là, vous touchez un sujet qui nous prendrait au moins une douzaine d'émissions. J'ai encore 2 questions, ne vouliez pas. Okay, oui. Parce que nous savons que nous vivons dans une société machiste. Et les hommes se sentent à l'aise à être maîtres et seigneurs. Je dirige ma maison, je dirige ma femme, et je fais tout. Ce sont les rois de la jungle, et ils sont à l'aise. Et beaucoup de femmes aident ces hommes à garder le statu quo. Okay. Et c'est ce qui arrive aussi dans les partis politiques, et c'est ce qui arrive aussi dans certaines églises, dans certaines entreprises. Maintenant, pour porter ces femmes, ces hommes alors, je parle tellement de femmes, pour porter ces hommes à changer de conception ou à devenir moins machistes et à être plus machistes, ça doit commencer avec les femmes. Les hommes ne vont pas changer tout seuls. Je suis votre mère, je vous apprends à travailler avec les femmes. Je suis votre femme, je vous apprends à me respecter, à respecter de la petite fille, etc., etc. Ce sont les femmes qui éduquent. Les hommes, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes qui dirigent des familles monoparentales. Mais 70 à 72% de familles haïtiennes, de familles monoparentales, sont dirigées par des femmes. Je pense que les femmes doivent s'asseoir pour réfléchir désormais, voilà comment élever nos enfants. Quand je dis enfants, filles et garçons. Parce que si on a une société machiste et que ce sont les femmes qui forment les enfants, c'est que nous, les femmes, nous formons les hommes à rester, à devenir machistes. Oui, je comprends. Une autre question, permettez-moi. On va faire une supposition. Oui. Vous avez combien? 0,08% du budget national? 0,08% du budget. OK, vous avez 10% du budget. Un budget incroyable. Vous avez de la liberté d'action. Et on vous dit, allez-y. Qu'est-ce que vous faites pour changer la vie des femmes? Vous avez de l'argent et de la liberté en tant que ministre. Qu'est-ce que vous faites les 3 premières choses? La première chose que je ferais, j'investirais dans la formation économique des femmes. Et formation petite et moyenne entreprise, parce que ce qu'il faut aux femmes vraiment, c'est la liberté économique. Bien sûr. Dès que la femme est libre économiquement, elle peut investir les espaces de décision, elle peut. Parce que ce qui arrive aux femmes, quand vous donnez 10 000 $ à une femme, vous donnez 10 000 $ à un homme. L'homme, automatiquement qu'il a de l'argent, il voit d'autres femmes. La femme voit sa famille. Vous voyez la nuance? Parce que il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, si vous donnez de l'argent et du pouvoir aux hommes, vous augmentez la polygamie en Haïti. Mais si vous donnez beaucoup plus d'argent à la femme, vous pensez à servir la communauté, à servir la famille. C'est 2 personnes différentes, c'est homme, c'est femme, c'est humain, mais avec 2 visions différentes. Maintenant, si la femme a la disponibilité, a la liberté économique, ok, elle saura comment s'y prendre pour veiller la maison, pour payer un babysitter, une babysitter et investir l'espace politique et aller faire tout ce qu'elle aura à faire. Ça, c'est la première chose que je ferai. La deuxième chose que je ferai, c'est d'aider à avoir une politique pour aider les enfants. Dès que vous aidez l'enfant, vous aidez la femme. Moi, je dirais, dans mon cas, c'est petite fille. Okay. Ouais. C'est petite fille. Parce que en janvier,
nous allons ouvrir notre première maison des femmes. OK? La maison des femmes, ce sera une maison d'hébergement pour aider les filles et les femmes victimes de violences, pour les garder de 60 à 90 jours en leur offrant appui psychologique, médical et autres. Mais vous savez ce que m'a dit un bailleur? Et il a raison. Il vous faut aussi une crèche. Comment vous voulez aider une femme victime de violence? Vous prenez la femme, où est-ce que vous mettez l'enfant? Totalement. La femme ne va pas aller dans une maison des femmes pour bien dormir, pour bien manger, pour recevoir appui psychologique et son enfant. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles maintenant vous voyez autant de gangs se saisir des enfants. Les femmes qui sont mortes, les femmes victimes de violences, les femmes qui sont en prison, où se trouvent leurs enfants? Dans les rues. Et les gangs les ont accaparés. Ce qui veut dire, moi, je mettrai une autre partie pour les petites filles, pour les enfants. Moi, là, je ne veux pas diviser petites filles, petits garçons. Si vous voulez aider les femmes, il faut aider sa famille. Il faut aider ses enfants. Et la troisième, je mettrai de l'argent dans la santé reproductive des femmes. Parce que dès que la femme a le droit sur sa santé reproductive, elle peut avoir une feuille de route pour dire, moi, voilà où je veux aller dans 10 ans, dans 20 ans. Parce que dans la santé reproductive, et la femme pourra aussi s'occuper de son pouvoir de donner naissance, OK, avec, comme on appelle ça les femmes, la pilule que vous prenez quand vous ne voulez pas avoir d'enfant. Contraceptif, OK. Là, je mettrai aussi une emphase dans la santé des femmes. Je pense que pour moi-même, devenir présidente de la République aujourd'hui, je donnerai la liberté économique aux femmes, je penserai à leurs enfants et j'investirai dans la santé reproductive des femmes. Et à partir de ces trois, moi, je ne vous donne pas 10 ans. Vous allez avoir une autre société. Je ne dis pas 5 ans, parce que 5 ans, c'est du jour au lendemain. Dans 10 ans, vous allez avoir une autre société. Vous allez voir la société transformée sous vos yeux. Et s'il y a vraiment continuité de l'État, une autre présidente ou un autre président viendra après moi, fera la même chose. Vous allez avoir une autre Haïti qui est possible. Nous sommes d'accord sur cette autre Haïti qui est possible. Je vous donne les dernières paroles de la femme. Vous avez parlé des femmes, justement, qui puissent évoluer dans la société avec être maîtres de leur propre destin, participer dans la société, avoir les mêmes opportunités. Vous avez dit, elle peut, elle peut. Vous parlez à des femmes aujourd'hui qui se disent, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Qu'est-ce que vous leur dites pour leur redonner confiance? Et je vous laisse terminer cette émission en vous remerciant encore. Merci. Moi, je dirais à ces femmes, j'ai été élevée par 3 femmes. La mère de ma grand-mère et ma mère. Je n'ai jamais connu d'homme chez moi, ou du moins de présence masculine. Mais il y a ma grand-mère qui me disait toujours que je pouvais. Ma grand-mère me disait, parce qu'elle n'était pas féministe comme moi, et c'est pas un défaut, que je serais un jour femme de présidente, ce qui veut dire première dame. Et j'ai grandi avec ça dans ma tête. Partout où j'allais, je me conduisais déjà comme première dame. Il faut que ces femmes sachent qu'elles peuvent. Il faut que ces femmes sachent leur rôle dans la société, parce que sans elles, il n'y aura pas d'Haïti. Il n'y aura pas une autre Haïti. Je dirais aussi à ces femmes, il faut oser. Il faut oser. Moi, j'ai osé. Si je vous parle de là où je suis sortie pour venir ministre aujourd'hui, vous ne me croirez pas. Mais j'ai osé, j'ai espéré et j'ai toujours écouté la voix de ma grand-mère me disant que je serais femme d'un président, une première dame, mais là où elle se oppose, je pense qu'un jour je serai présidente de la République. C'est l'homme qui sera le mari de la présidente. C'est pas la femme qui sera première dame. Moi, je dirais à ces femmes qui ne croient plus, aussi longtemps que vous vivrez, il faut croire. Parce que si vous ne croyez pas, il n'y aura pas de changement. Je dirais aussi à ces femmes, il faut oser. Parce que la vie ne fait pas de cadeaux. Si vous n'allez pas chercher, on ne va pas vous apporter chez vous. Je dirais aussi à ces femmes, il faut briser les barrières parce que justement, les barrières sont là pour nous. Ce sont des barrières de glace. Ils sont là virtuellement. Dès que vous foncez, vous allez glacer, vous allez briser la glace et vous allez avancer. Moi, si je vous dis les barrières de glace que j'ai brisées, ces 3 à 5 dernières années, vous ne m'en croirez pas. Alors, aux femmes qui m'écoutent, osez,
espérer, avancer et ne laisser personne et rien vous enlever vos rêves. Parce que sans rêve, vous n'allez nulle part. Une femme ou un homme qui reste là où il est, là où elle est, c'est une femme ou un homme qui n'a pas de rêve. J'ai ma feuille de route et parfois vous n'avez même pas de feuille de route. Vous croyez, vous osez et vous allez atteindre vos rêves. Bon, c'est exactement la philosophie de ce programme Oui Haïti Capable. Je pense qu'on la partage. On croit justement dans cet Haïti où les femmes peuvent s'épanouir, peuvent participer et peuvent avoir toutes les assurances d'une vie participative dans sa société. Madame la ministre, ça a été un luxe. Merci encore par votre clairvoyance, votre engagement qui est évident et pour ces propos. Ça a été vraiment une très, très belle conversation. Merci encore de m'avoir invité. Merci encore. À la toute prochaine, j'espère. Ah, quand vous voulez. Merci, Madame la ministre. Merci pour cette conversation franche et nécessaire. Et, Madame la ministre, pour votre engagement quotidien. Ce que vous nous avez partagé aujourd'hui nous rappelle une vérité trop souvent oubliée. L'égalité des genres n'est pas un combat périphérique. C'est le cœur de tout projet démocratique, de tout projet de développement et de toute reconstruction nationale. Les femmes ne demandent pas de faveur, elles revendiquent leurs droits, elles exigent la justice et prouvent chaque jour qu'elles peuvent transformer leur réalité, malgré les obstacles, malgré les violences, malgré l'invisibilisation. Ce que nous avons entendu aujourd'hui, c'est un appel à la reconnaissance. Reconnaître que les femmes sont déjà des actrices du changement, qu'elles construisent des alternatives dans leur communauté. Notre responsabilité collective, que ce soit l'État, le secteur privé, tout comme l'ensemble de la société haïtienne et les partenaires, consiste à créer les conditions pour que ce leadership s'exprime pleinement, sans violence, sans discrimination, sans barrière. Cela passe par des lois, des institutions solides, des budgets appropriés, mais aussi par l'engagement du secteur privé, de la société et de chaque citoyen, et surtout par un profond changement de mentalité. À vous qui nous regardez, l'égalité des genres n'est pas une menace, c'est une promesse. La promesse d'une société où chacun peut développer son potentiel, d'une démocratie où la diversité des voix enrichit les décisions, d'une économie où tous les talents sont mobilisés. Mais surtout, l'égalité des genres n'est pas un luxe que l'on peut se permettre de remettre au plus tard. C'est maintenant, dans les moments de crise, que toutes les intelligences et compétences comptent. Ce pays se construit avec vous, femmes haïtiennes. Alors la question n'est plus « les femmes peuvent-elles être des actrices du changement ?» La question c'est « faisons-nous chacun à notre niveau pour que ce leadership puisse pleinement s'exprimer ?» C'est exactement ce que nous explorons avec Oui Haïti Capable. Donner la parole aux femmes, montrer leurs actions, inspirer chacun à participer à la transformation d'Haïti. Rendez-vous, comme d'habitude, au prochain épisode pour continuer cette réflexion. Merci de nous accompagner, merci de nous suivre et de votre engagement. À très bientôt.